têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. Nous ne nous serons pas quittés longtemps puisqu'ensemble, comme chaque année, nous allons revivre jusqu'au 24 août les meilleurs moments d'une saison particulièrement faste. Et pour commencer, vous allez avoir 3 comiques au lieu de 2. Tout à l'heure, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qui n'ont arrêté Caméra Café que pour mieux rebondir dans les salles obscures. Et tout de suite, Michel Leb, qui revient au théâtre pour jouer Claudel. Pas Paul Claudel, mais Philippe Claudel, lequel a réussi la performance d'écrire une scène de ménage qui ne faiblit pas pendant 1h30. À la fois philosophe, humoriste, imitateur, comédien, chanteur, danseur et homme d'excellente compagnie, Michel Leb a évoqué son bonheur personnel en ménage, ses parties de ping-pong avec Nicolas Sarkozy, sa passion pour le jazz, ses tendances hypocondriaques et les conversations qu'il engage avec les arbres lorsqu'il se promène seul dans une forêt. Avec quelques petites zones d'ombre quand même, sa phobie des chats, son sous-emploi par le cinéma, le danger qu'on court quand on se déplace à vélo dans Paris, et son rêve, encore irréalisé, de pouvoir, comme Herbert von Karajan ou Jacques Attali, mener à la baguette un grand orchestre symphonique. Vous voici Michel Leb placé en garde à vue. Apprécie-t-on encore davantage la réussite de sa vie de couple quand on joue chaque soir une scène de ménage d'1h30 ? Ben oui, parce que moi je suis pas un engueulateur professionnel, c'est-à-dire que j'ai des discussions assez fermes avec mon épouse, qui est en même temps ma productrice, ce qui donc est assez compliqué à gérer. Elle est votre productrice et vous êtes son reproducteur. Exactement, par 3 fois. Par 3 fois. Par 3 fois, très exactement. Mais enfin, c'est quand même une composition que de jouer ce rôle-là. Oui, puis je vous dis, ça me défoule, moi, chaque soir, de passer 1h30 à rentrer en conflit, mais très violent avec ma partenaire. Un conflit tellement violent qu'il n'admet aucun entracte. Hein. Ah non, c'est 1h25 de match. C'est vraiment un match, quoi. Et qui n'admet pas non plus d'autres comédiens que ceux qui forment le couple. Souvent, dans les couples, il y a 3 personnes. Là on n'est que 2. On suggère qu'il pourrait y en avoir, mais... Mais on ne les voit pas, on les imagine. Redoutez-vous, puisque vous ne pouvez pas sortir de scène pendant 1h30, le besoin pressant ou le trou de mémoire? Non, le besoin pressant, c'est souvent le samedi après-midi pour le spectateur qui vient quelquefois de Montgeron, de Sainte-Croix de la Bretonneux, qui peut-être quelquefois il a envie de sortir. Et qui a envie d'un arrêt prostatique. Voilà, un arrêt prostatique, et donc ça arrive quelquefois, effectivement. Oui, et alors il y en a qui se lèvent comme ça. Oui, qui dit pardon, excuse-moi, qui se marche sur les pieds. Ça, ils sont généralement placés au milieu de la rangée. Oui, puis ils mettent un temps fou à arriver, ils mettent un temps fou à sortir. Il y en a qui sortent plus d'ailleurs, ils restent là définitivement. Oui. Ils bougent plus. La matinée du dimanche, c'est un peu particulier. Je aussi. ne joue pas le dimanche. Et pourquoi ? Parce que je me repose. Oui, mais parce que le public du dimanche est tout à fait à part. Hein. Oui, le dimanche après-midi, souvent, c'est effectivement un public qui vient en quart. Vous pouvez vous arrêter de jouer la comédie si quelque chose vous gêne dans la salle ? Ça m'est arrivé, oui, de jouer. Pendant 12 hommes en colère, on jouait
Donc c'était à Marigny, et dans la baignoire qui se trouvait à côté cour, c'est-à-dire à gauche de la Seine, un couple était en train de s'envoyer en l'air carrément pendant la pièce. Ils s'envoyaient en l'air, ils s'étaient mis là dans la baignoire et ils s'envoyaient en l'air. Oui. Ah oui, mais carrément, non, mais c'était extraordinaire. Ça les excitait, ces 12 hommes en colère? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils s'envoyaient en l'air. Donc on s'est approché, moi parce que je voulais voir un peu ce qui se passait. Donc moi j'ai arrêté de jouer, j'ai regardé, les autres continuaient le dialogue, etc. Puis finalement on s'est tous déplacés vers la gauche, comme ça instinctivement pour aller voir de plus près. Oui. Et alors ils étaient là, ils s'embrassaient, ils se déshabillaient, c'était carrément à moitié. Ah mais après, vraiment, carrément. Ah ben sérieusement, hein, c'est absolument. Et alors, vrai. ils se sont arrêtés quand ils vous ont vu? Alors oui, ils sont parce qu'à un moment donné, moi j'ai dit ça suffit maintenant. Ouais, il a fallu comme ça. Ah oui, arrêtez parce que pendant que je parle. Comme nous, on regardait, le public aussi s'est mis à regarder ce qui se passait. Donc tout le monde s'est penché pour voir ce qui se passait dans cette baignoire. Ouais. Et puis voilà, donc. Vous aviez pas envie de regarder un peu plus longtemps pour voir comment ils s'y prenaient? Non. Ou d'aller les aider, peut-être. À 12, c'était difficile. Est-ce que vous avez pu voir le visage de l'homme qui était avec Rachida Dati, alors? Ça nous intéresse, on est en pleine enquête. C'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années, donc là. Ça va être très excitant quand même. Oui. Qu'est-ce que vos c'est études de philosophie vous ont appris sur la vie conjugale? Pas grand-chose, à vrai dire. Pourtant, il y a l'exemple de Socrate, hein? Qu'est-ce qu'il faisait Socrate? Socrate, il n'aimait pas beaucoup les dames, dit-on, mais il s'était marié volontairement par masochisme. Je ne sais plus comment il s'appelait, Madame Socrate. Madame Socrate? Oui. Platon? Non. Je ne sais pas, je connais que le mythe de la caverne, c'est tout, mais c'est un peu compliqué. Mais non, ça m'a pas appris grand-chose sur la vie conjugale. Non, pas franchement, non. Quelquefois, quand ça marche pas, il vaut mieux être philosophe, hein. C'est vrai. Que dites-vous aux arbres quand vous leur parlez? Je leur dis qu'ils sont beaux, qu'ils me rassurent, je les embrasse. Parce que j'aime beaucoup me promener dans les bois. J'adore ça. Je suis pas très loin du bois de Boulogne. Hein, j'habite là. Alors j'y vais le matin pour courir et le soir. Oui, c'est mieux le matin que le soir. Oui. Et parce que on y va le matin comme le soir. Oui, absolument. Mais le soir, faut courir plus vite. Hein. Mais dans le bois de Boulogne, les arbres vous répondent en brésilien. Il y a même des buissons qui vous envoient des coups de pied. C'est dans ce bois-là qu'on fait les meilleures pipes, on le sait. Bon. Vous n'êtes pas le seul à parler aux végétaux. Notre ami Jean-Pierre Coff, lui, il parle aux carottes. Mitterrand parlait aux arbres. Mais j'aime ça, puis moi je sais que les arbres répondent puisqu'ils frémissent à un moment donné. Le meilleur des grosses têtes de la saison avec Philippe Bouvard, c'est sur RTL, 7 jours sur 7, 16h, 18h, avec cet après-midi, les grosses têtes du 7 octobre dernier. Il y avait dans le grand studio Amanda Lear, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille, et puis l'invité d'honneur était Michel Leb pour la pièce Parle-moi d'amour. Une citation envoyée par Madame Bresson de Pierrefonds qui a dit « Quand je jouais du saxo, j'avais le sentiment très net d'entendre péter une baleine. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse d'Amanda Lear. Est-ce que c'est un bon musicien? Vous l'avez déjà entendu jouer? Il joue du saxo, oui, moi je l'ai entendu. Il joue de la clarinette. Il joue pas de saxo, il joue de la clarinette. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Il a joué saxo ténor un moment, mais c'est ce qui est un peu mais il joue de la clarinette surtout. joue de la clarinette. C'est Clinton qui jouait du saxo, non? Oui. Clinton, oui. En tout cas, il aime ça. Hein. Mais il aime mais c'est beaucoup un style très particulier, c'est plutôt Dixie, New Orleans. Oui, c'est ça, c'est New Orleans. C'est jazz un peu ancien. Voilà, ce serait pas Woody Allen, il n'y aurait personne. Oui. Oui, c'est vrai, il joue pas remarquablement bien, mais c'est sympathique, c'est très sympathique. Est-ce que Nicolas Sarkozy joue bien au ping-pong? Ah oui, alors j'ai joué avec lui au ping-pong. C'est vraiment un très très bon joueur de ping-pong, sauf que... Parce qu'il renvoie pas toujours la balle. Si, il renvoie bien la balle, mais le problème c'est que on a joué ensemble un jour, donc, et donc je menais 17-6, tranquillement, comme ça, et il m'a battu 21-17. Alors ça m'a vraiment ça m'a énervé. J'ai dit voilà, c'est ça, les politiques sont jamais battus. Oui, vous avez peut-être fait exprès de le laisser faire, non, je voulais absolument lui mettre une pâtée, mais je n'ai pas réussi. Est-ce que la politique peut apporter un élément de discorde dans un couple? Oui, si on a des opinions divergentes, oui. Un énarque, il a une position politique, forcément. On suppose que lui travaille à Bercy, dans la pièce, et qu'elle, elle s'occupe de bonnes œuvres, elle s'occupe comme elle peut, c'est une bourgeoise, décalée, etc. Bon, effectivement, ça peut
De toute façon, c'est une pièce qui démontre aussi, et qui est au-delà de l'engueulade extraordinaire qui dure 1h30, il y a derrière ça toute une vision de la société, l'hypocrisie des politiques, les faux intellectuels, le lifting, la sexualité, comme vous avez dit, l'argent, tout y passe, les enfants, la belle-mère, les beaux-parents, enfin en général. Donc tout y passe. Donc c'est ce que ce couple garde au fond de lui depuis 25 ans et se dit ce soir-là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les enfants, bien entendu, aussi. Donc c'est vraiment toute une peinture de la société. Il se le dit ce soir-là, il va se le dire tous les soirs pendant longtemps. Hein. Faut vous y préparer. J'espère le plus longtemps possible. Vous ne croyez pas que ça fait du bien dans un couple, ce genre de déballage? Oui, mais je crois que là, si les gens sortent du spectacle et se mettent à se dire ce que nous disons, ça peut tuer. Il y a des mots qui tuent carrément. Mais je pense là que les gens qui viennent nous voir après le spectacle vous disent c'est une excellente thérapie. Ouais. Vous dites sur scène des choses qu'on n'ose pas se dire entre nous et ça nous fait beaucoup de bien. Alors des tas de gens se tapent du coude en disant t'as vu. Croyez-vous aux réconciliations sur l'oreiller? Oui. D'ailleurs, il y a une phrase de Guitry qui dit que ça s'est vu des gens qui ne parvenaient pas à se quitter tellement ils se disputaient bien ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu ça l'histoire de la pièce, c'est que quelquefois c'est très sain une bonne engueulade, mais il y a des limites à pas franchir. Burton et Taylor, ils ont passé. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de ça, faut suivre un peu. Au point que Burton et Taylor, ils ont divorcé après une engueulade plus forte que les autres et ils se sont remariés. Oui. Mais un quart des naissances en France est dû à des réconciliations. Hein. Vous pensez? Et au voisin. Et l'autre quart au voisin. Ben oui, c'est Feydeau qui disait qu'il y avait un mari qui était tellement cocu qu'il devait se déguiser en voisin pour faire l'amour avec sa femme. C'est Michel Leb, l'invité d'honneur des grosses têtes de l'été. Alors, une histoire de couple qu'on a pensé vous faire entendre aujourd'hui. Elle a été racontée ici même, voilà quelque temps, par Jacques Balutin. C'est un type qui était dans le coma depuis très très longtemps et un jour il se réveille et son épouse, qui ne l'avait jamais quitté, elle est là, à son chevet. Et il la regarde, il lui fait signe de s'approcher, il lui fait « Ah ouais, t'es là. T'es à mes côtés. Je me réveille, t'es à mes côtés. En fait, t'as toujours été à mes côtés. Quand j'étais licencié, t'étais là, avec moi, à mes côtés. Quand mon entreprise a fait faillite, t'étais là, à mes côtés. Tu m'as soutenu. Quand on a perdu la maison, t'es encore resté là, près de moi. Tu m'as soutenu. Et quand j'ai eu des problèmes de santé, t'étais là, encore, à mes côtés. Tu sais quoi? Alors sa femme a fait « Non, mon chéri, quoi? Je crois que tu me portes la poisse. » Essayons de voir comment se monte et se démonte une scène de ménage. Est-ce que dans ce type de dispute, la femme se montre de plus mauvaise foi que l'homme? Non, l'homme est de beaucoup plus de mauvaise foi. Est-ce que les gros mots sont inévitables? Oui. Oui. Ah oui. Là, dans la pièce, il y a quelques... il y en a quelques-uns. Oh là, il y a un échange. Sauf que c'est dit d'une certaine façon et ça passe très bien parce que c'est dit de manière assez élégante finalement. Oui, je vous fais confiance pour ça. Femme au foyer, bande mou, frigide, ordure, radasse, minable, pétasse, loser. Oh, dites donc. Oui, ça va, c'est bien, c'est bien. Non, mais ça passe très bien. Elle dit des choses encore pires, d'ailleurs, un peu plus tard. Mais ça passe, les gens apprécient parce que c'est pas dit du tout d'une manière vulgaire. Il y en a d'autres, Philippe, que j'en note pour les ramener ce soir à la maison. Est-ce que dans une dispute de ce type, il arrive qu'on baisse la voix pour ne pas renseigner les voisins? Oui. En tout cas, c'est un argument pour modérer le partenaire. Dans la pièce, on imagine qu'il y a au premier étage au-dessus un couple qui entend pratiquement tout ce qu'on dit et je lui demande constamment d'ailleurs de parler plus bas parce qu'elle sort des choses absolument épouvantables. Oui, notamment sur le plan de la sexualité. Ça m'a un peu gêné. Ah oui? Oui, parce qu'il pense que jusqu'à présent, vous pensez que vous avez rendu votre femme heureuse.
Bah oui. Vous avez tout lieu de le penser, les voisins aussi d'ailleurs. Oui, oui. Et finalement, la femme dit que ça se passe comme dans l'aéronautique et qu'il y a eu... Oui, parce qu'elle fait, elle fait de la simulation. Oui. Comme dans l'aéronautique. Bah oui. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, effectivement, je dis, pourtant, j'ai connu des dizaines de filles avant toi. Elle me dit, bah, t'en as pas retenu grand-chose. Oui, c'est vraiment... C'est très dur, c'est très dur. C'est épouvantable. Et alors, à un moment donné, on vous fait un procès qui est vraiment extrêmement lâche pour stigmatiser l'attitude un peu servile que vous auriez à l'égard de vos employeurs, hein. Oui, enfin bon, ça c'est pas encore, ça c'est pas. Ah bah quand même, vous êtes allé chercher un briquet sous la table. Oui, je suis allé chercher un briquet sous la table. C'était le briquet du rien, patron ça. quand même. Ça c'est très gentil, c'est tout à fait doux, c'est calme. Ça c'est pas du tout. Il y a des choses beaucoup plus violentes. Moi je lui reproche par exemple à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, tu dis tout, tu étales tout. Même devant des gens que nous ne connaissons pas. Je lui dis, tu me mets dans des positions très gênantes. Quelquefois, l'autre jour, chez l'ambassadeur de Roumanie, tu as parlé pendant 10 minutes de ta passion adolescente pour la fellation. Je savais plus où me mettre. Hein, l'ambassadeur te regardait comme s'il voyait un martien. Et je revois encore sa bouche ouverte, ses yeux perdus, sa fourchette suspendue dans les airs. Et elle me dit, mais il buvait mes paroles. Je lui dis, mais c'est toi qui avais bu, oui. Je lui dis, tu avais bu parce que, à un moment donné, même il y a 2 semaines, à l'entracte, quand tu as demandé à la femme du secrétaire d'État si elle avait déjà eu des expériences lesbiennes, une fille de la Vigerie du Pont-Tournai, enfin, élevée dans un couvent suisse catholique pratiquante, qui s'habille en bleu marine, qui a des souliers plats, qui a 9 enfants et qui se prénomme Claire Augustine, enfin tout de même. Elle a failli avaler son carré Hermès, etc. Donc voilà, c'est ça un peu le rythme. Donc je lui fais des reproches. Et alors, dans la pièce, vous êtes énarque. Ce qui change quelque chose, oui, parce que l'énarque est en principe plus intelligent que les autres. Hein. Oui, en principe. En principe, parce que celui-là, il est sorti 48e de sa promotion, donc c'est pas non plus... C'est déjà pas mal. Oui, enfin, c'est pas extraordinaire. C'est pas un énarque brillantissime, hein, pas du tout. Est-ce qu'il y en a? Je connais une histoire d'énarque. Oui. C'est un touriste en vacances et alors il voit un berger qui garde ses moutons. Et alors il lui dit écoutez mon brave, je vais faire un pari avec vous. Si je réussis à vous dire exactement combien vous avez de moutons là dans votre troupeau, ben vous m'en donnez un. Tu dis bon allez-y, tu parles. Alors comme il a étudié tout ça, il calcule avec le nombre de pattes, le quotient déterminé, il dit vous avez 124 moutons. Ah, c'est extraordinaire, en effet, j'ai 124 moutons. Bon, alors, choisissez. Donc, l'autre, il prend un animal. Et puis après, le berger lui dit, attendez une seconde. Moi aussi, je vous parie quelque chose. Si je devine votre métier à vous, vous me rendez mon animal. Il dit, oui, d'accord. Il dit, écoutez, à mon avis, vous avez fait l'ENA. Vous êtes sans doute un haut fonctionnaire. Il dit, oui, c'est extraordinaire, comment vous avez fait pour deviner? Mais parce que vous avez pris mon chien. Suite des grosses têtes de l'été avec Amanda Lear, Pierre Bellemare, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille. L'invité d'honneur le 7 octobre, c'était Michel Leb pour la pièce Parle-moi d'amour. Question de Monsieur Borin de Bougival. Quelle est la particularité de la reproduction des oursins? Ben, explique. C'est une des premières choses, quand même. Il n'y a pas d'accouplement, ils se reproduisent tout seuls. Il n'y a pas d'accouplement. Non, ben, justement, puisqu'il se pique, c'est pas possible. Ah ben, il pourrait, comme le porc épique. Ça Ça veut dire quoi qu'ils sont Alors comment ils font? Ils se lancent. Ils sont hermaphrodites, comme les escargots? Alors non, il n'y a pas de pénétration. Ils ont parce qu'ils se piquent. Ils ont le sexe mâle et le sexe femelle. Non, les femelles attirent les mâles par des odeurs, et puis, toujours par ces odeurs, les excitent jusqu'à l'orgasme. Oui, et c'est que lui, il balance dans le courant, et hop, et ça se reproduit comme ça. Moi, j'ai senti Amanda avant d'entrer dans le studio. C'est parti. D'ailleurs, le pressing vient de ramener ton pantalon, Pierre. C'est formidable. Ah oui, mais ça se passe dans l'eau. C'est très bien, ça. Oui, ça se passe dans l'eau. Bah oui, comme Philippe disait tout à l'heure, dans l'eau, ça lubrifie pas dans l'eau. D'où vient votre détestation des chats? Je sais pas trop. Ma grand-mère avait des chats partout. Elle avait plusieurs chats et ça puait dans la maison. C'était très désagréable. Ça sentait le pipi de chat. Et ça m'était terriblement désagréable. Quand j'étais petit, c'était pas... Et ça doit venir de là, en fait, voilà. Elle avait une dizaine de chats et j'aimais pas trop ça. C'est vrai que le pipi de chat, la caisse du chat... à l'époque, on n'opérait pas les chats.
Mais aujourd'hui, si vous avez des chats qui sont opérés, ça ne sent évidemment plus rien. Marcel Ah bah non. Dassincourt, qui était metteur en scène, la femme de Thierry Monnier, elle avait 32 chats dans sa maison. Oui. Et c'était quelque chose, hein. Vous savez, il y a des minous qui sont pas... Enfin... Rejoignons maintenant notre auditrice ou notre auditeur, je ne sais pas encore, du bout du monde. Allô? Ah, c'est une auditrice, hein? Une auditrice, oui. C'est Madame Cianocci? Siaknogi, oui. Oui, vous savez, je suis pas doué pour la prononciation. Vous êtes pas très loin, hein, pas au bout du monde vraiment, hein? Non, je suis juste en face de Calais. Je suis à Folkestone, en Angleterre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis professeur d'anglais et de français. Professeur d'anglais en Angleterre, ils savent pas l'anglais là-bas? Certains ne savent pas, oui. Non, c'est prof d'anglais pour des étudiants français et japonais. Oui. Et vous écoutiez déjà les grosses têtes quand vous viviez encore en France? Non. Non, je dois l'admettre. Je les écoutais pas parce que j'en avais pas besoin, quoi. Et j'ai commencé à les écouter en Angleterre, oui. Oui, pourquoi? Pour avoir des nouvelles du pays? Pour retrouver une partie de la France dont vous représentez très très bien ce que j'aime, quoi. Oui. Ça, Enfin, on n'est pas toute la France, mais enfin, on est représentatif, un peu ronchon, un peu impertinent, un peu gaulois, hein. Voilà, tout ce que j'aime. Il n'y a pas d'émission britannique qui nous ressemble? Justement, c'est complètement différent, en fait. Parce que l'humour, il vient de là-bas, hein? L'humour vient de là-bas, mais c'est pas la même chose. C'est différent. D'abord, il faut être politiquement correct, donc tous les gros mots sont bipés, etc. Alors que les gros mots font partie du langage, quoi. Oui. Mais non, c'est pas pareil. Mais alors, vous parlez couramment le japonais? Non. Non, parce que vous allez enseigner à des Japonais. Oui, je reçois des étudiants japonais chez moi. Oui. C'est eux qui vont lui apprendre. Oui. Et là, comment enseignez-vous l'anglais aux Japonais, alors? En ne parlant pas leur langue, j'entends. Non, c'est très difficile. Elle parle français aux Japonais en leur faisant croire que c'est de l'anglais. Voilà. Faites gaffe aux étudiants japonais, si vous demandez votre frigo qui prend un couteau et qui vous regarde avec appétit, c'est mauvais signe. Hein. C'est plus du langage pour se débrouiller avec les familles qui les accueillent. C'est surtout ça qu'on fait. Merci, chère auditrice, de pas très loin, mais bien sympathique. Merci beaucoup. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été. 7 jours sur 7. C'est sur RTL. Est-ce que vous vous souvenez de la collaboration de Pierre Bellemare dans l'un de vos shows télévisés? Absolument. C'était un certain Leb Show dans les années 87-88 par là, et Pierre Bellemare donnait la réplique à Darry Cole. Il était directeur d'un collège. Darry Cole était un prof de français farfelu comme c'était évident qu'il soit, et voilà. Et Pierre jouait, mais remarquablement, et je trouvais que Pierre avait un talent de comédien, mais énorme, formidable. Moi, je lui ai confié des grands rôles à la télévision. Non, mais c'est vrai, sans blaguer, hein, il était très drôle. Non, mais je m'étais beaucoup amusé. Darry Cole était un personnage absolument fabuleux et un camarade charmant. Hein. Oui. Un très, très gentil garçon. J'ai eu une expérience assez étonnante, mais il m'avait demandé, Jean Lefebvre et Darry Cole, à la tête de l'art, un cabaret qui était aux Champs-Élysées, il m'avait demandé d'écrire des petits sketchs pour eux, entre un accusé et un avocat. J'en avais écrit 6. 8 jours après le début, il n'y avait plus un mot de mon texte. Plus rien. Ils improvisaient, je touchais les droits d'auteur, j'étais très content, mais il n'y avait plus un seul mot du texte d'origine. Mais je me souviens qu'on avait fait plusieurs prises parce que constamment, Darry Cole changeait le texte aussi, et que ça vous perturbait. Oui, c'est vrai. Est-ce que Jacques Chirac a été au courant du discours d'adieu que vous lui aviez prêté? Je pense que oui, et c'est un discours qu'avait écrit Jean Amadou, qui est à ma gauche, et qui m'a été formidablement utile pendant ma tournée l'année dernière et il y a 2 ans. Donc c'était un discours d'adieu, mais assez particulier, et qu'on était obligé à chaque fois de réactualiser, puisque les choses évoluaient. Et il y avait d'ailleurs un petit passage qui me plaisait bien, assez récent, là, jusqu'à, je pense que c'est là, cette année, c'est un petit passage que j'ai redit dans un spectacle. Alors voilà, il disait, on me demande souvent quelle est mon opinion sur la vie politique depuis mon départ. Eh bien, voyez-vous, je me suis fixé comme règle de conduite de ne rien dire. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai donc de tout commentaire.
Concernant l'action de ce petit Judas, qui court comme un dératé et qui confond le rôle de président de la République avec celui de représentant de commerce. Voilà, ça c'est Jean Amadou qui m'avait écrit ce texte. C'était formidable. Un carton dans la salle. Vous êtes toujours hypochondriaque? Ah oui, plus que jamais, oui. Ah oui. Il vous faut des gros cachets, alors, maintenant? Je vais vous en parler. Pour rassurer vos angoisses. Non, mais c'est permanent, parce que nous avons l'exemple de notre ami Michel Drucker. C'est-à-dire qu'il y a champion du monde, donc c'est lui. C'est donc le premier. Il y a Drucker, il y a... Robert Hossein, Dabadi, enfin il y a pas mal de gens comme ça et on est dans les... Qu'est-ce que vous avez comme médicament là sur vous? Là sur moi j'ai pas grand chose. Mais je me trimballe souvent avec dès que j'ai un petit rhume qui vient, j'ai de l'Advil ou du Doliprane, etc. Mais vous savez que c'est très pénible de vivre. Voulez-vous de la trinitrine? C'est quoi ça? Un suppositoire? Non. Alors parce que j'ai du suppositoire, on met dans le nez puis après dans le... Non, ça va. Toujours gourmand, Michel. Toujours gourmand. Non, vous pouvez vous en servir comme suppositoire, mais le tube seulement. Non, mais il y en a qui ont des petits appareils pour prendre la tension, pour... Non, n'allez pas jusque-là. Je vais pas jusque-là, mais bon, c'est très pénible pour soi-même et pour l'entourage, parce que bon, on est là constamment en train de se... Pour déjeuner, non? Non, il a tout ce qu'il faut, Pierre. Non, c'est pénible. Enfin bon, je suis comme ça, c'est comme ça. En plus, vous êtes en excellente santé. Je sais pas. Alors, encore une histoire de couple, et celle-là, elle est racontée par Carlos. C'est un garçon fort sympathique qui est très ami avec un couple qui est marié depuis une trentaine d'années. Il est invité à dîner chez eux et le dîner est charmant parce que le mari est sans arrêt. Ma petite biche, s'il te plaît, mon petit rat d'amour. Oui, mon amour. Tu changes de cendrier pour Robert et moi? Oui, bien sûr. Mon petit canard, mon petit canard rose. Amène-nous une autre bouteille de Bordeaux. Mais bien sûr, ma tendresse. Mon petit minou chéri, s'il te plaît. Oui, alors le mec, à la fin, pendant que la femme fait la vaisselle, il dit à son copain, il dit, c'est magnifique. 30 ans de mariage et vous êtes toujours... C'est formidable. Tu parles à ta femme avec des petits mots charmants, adorables. Il dit, arrête tes conneries. Je me souviens pas de son prénom, mais j'ose plus lui demander. Michel Leb, l'invité d'honneur des grosses têtes de l'été. Vous avez demandé, puisque on vous offrait de payer la communication, vous avez demandé à téléphoner à quelqu'un que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup, et qui est Jean-Loup Dabadi. Bonjour Jean-Loup. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour les amis. Eh bien écoutez, il y a Michel Leb qui est à côté de moi et qui, je sais que vous avez en commun beaucoup de souvenirs, hein. Oui, salut à tout le monde. Et alors Michel, comment ça va? Eh ben ça va mon petit Jean-Loup. Eh ben écoute, pour une fois que tu m'appelles, je peux t'avoir en direct au lieu d'appeler quelqu'un d'autre à ma place, comme tu fais d'habitude. Oui. Raconte-leur ce que tu m'as fait. Eh ben écoute, c'est très simple. Le jour où tu es rentré à l'Académie française. Bon allez, allonge-toi un moment, repose-toi, on va te masser, puis on reprend la conversation. Voilà, je vais reprendre. Je t'ai téléphoné et je t'ai félicité pendant 10 minutes avec, tu sais ce qu'on fait d'habitude, avec des voix différentes. En faisant Michel Serrault. En faisant Serrault, en faisant Balutin, en faisant Chirac, en faisant des tas d'imitations, etc. Et je n'ai jamais eu le message, alors dis devant tout le monde pourquoi. Et je vais te dire pourquoi, parce que je me suis trompé de numéro. Voilà. Et je suis tombé sur un fabricant de fûts à Bordeaux. Un mec qui fabrique des fûts. Alors ce qui fait que, en même temps, cet homme-là, ce notable de Bordeaux, a eu un numéro de claquette pour lui tout seul de Michel Leb, comme pour le réveillon, et en même temps, il a appris qu'il venait d'être élu à l'Académie française. C'est formidable. Jean-Loup, c'est Jean Amadou. Je t'ai envoyé une lettre de félicitations au Quai Conti, directement. Tu l'as eu? Oui, mon Jean, je l'ai eu, je t'ai même répondu. Ah bah là, je l'ai pas eu, alors la réponse. Il y a un monsieur qui vend des fûts à Bordeaux qui a peut-être reçu ta lettre. Ah ouais, peut-être qu'ils mettent pas de timbre. Je peux même te dire, si tu l'avais oublié, que tu habites rue du Centre, j'en dirai pas plus. Exactement. Et dis-moi Jean-Loup, c'est Michel qui parle. Oui. Dis-moi mon petit Jean-Loup, tu m'as envoyé des encouragements. Alors, moi je t'ai envoyé un fax pour ta première avec Caroline. Je vous ai envoyé un fax, donc à Édouard VII, tu l'as reçu.
Ben, je l'ai reçu. Ben non, parce qu'il était à Édouard VII et comme je suis à la Comédie des Champs-Élysées. Je te remercie. Mon Dieu. Mais j'ai tellement l'habitude de te voir dans notre cher théâtre. Mais vous arrivez à vous voir vraiment physiquement de temps en temps ou jamais, Si, jamais? on se voit, mais on se trompe tout le temps de personne. Non, mais Philippe, oui. C'est bien Michel qui est là. Oui. Mais c'est vrai que c'est l'intention qui compte. Elle était chaque fois amicale. Hein. Ce qui est merveilleux, c'est quand on a des amis comme vous pour nous réunir, puisqu'on n'y arrive pas tout seul. Ça, c'est vrai, alors. Où en est l'écriture de votre discours de réception? Pour le moment, Philippe, c'est surtout la lecture, parce que je lis les œuvres de mon prédécesseur Pierre Moineau, qui était un homme prestigieux, qui a écrit de grands romans, et puis je rencontre des personnes qui l'ont connu, et je prends des notes, enfin je fais l'étudiant. Il a beaucoup écrit ou... Il a beaucoup écrit, oui, des beaux romans. Ouais, là vous êtes mal tombé. S'il y a plus de 50 livres, ça va prendre un moment. Hein. Oui, mais regardez, quand vous serez élu, si vous succédez à un prix Nobel de chimie, de physique, et qu'il faut que vous lisiez des ouvrages de 915 pages sur l'évolution de l'œil gauche. C'est pour ça que c'était intéressant quand il y avait les maréchaux de France qui étaient à l'Académie. Le mec qui succédait à maréchal, il savait pas de vrai. Les gens, ils n'ont rien écrit. Foch, Pétain, ils n'ont rien écrit. Il y a de temps en temps des gens qu'on a élus et qui n'avaient rien écrit. Émile Buisson, Émile Buisson, qui a été chancelier de l'Institut. L'ennemi public numéro 1 ? Non, mais non. Non. Alors, c'est peut-être pas Émile, mais il s'appelait Buisson. Et il était le tout-puissant PDG d'un laboratoire pharmaceutique. Et il avait offert de redorer l'Institut. Donc, on l'a élu parce que c'était un membre bienfaiteur. De redorer la coupole. Attendez, laissez-moi finir. Son œuvre complète, c'était une plaquette sur l'aspirine de 22 pages. Vous auriez été heureux, là. Là, c'est formidable. Oui, en effet, il avait redoré la coupole. Mais celui qui va succéder à Giscard va pas se fatiguer beaucoup non plus, hein. Franchement. Il a écrit quoi? Le passage et la Constitution européenne et de procession 3. Non, mais il y a les livres, il y a les discours, puis il y a surtout ça. Il ne s'agit pas de prononcer l'éloge que de l'œuvre de l'homme ou de la femme à qui l'on succède, mais on parle de sa personne. Alors, c'est très souvent d'ailleurs le plus intéressant, les pleins et les déliés de la vie. Vous allez parler de Malraux alors? De Malraux, de Camus, de Louis Guillou, oui. Ah oui, on sera en bonne compagnie. Hein. Très belle culture de mon ami Philippe, une fois de plus. Merci Jean-Loup. Bon, alors les amis, continuez sans moi, je vous écoute. Faites attention à ce que vous allez dire. Merci. Salut. Salut Jean-Loup, merci. L'Académie ne l'a pas changé. Non, puis il est formidable. Je vous dis, on s'appelle souvent, on se voit malheureusement pas trop souvent parce qu'on a des activités chacun, mais on s'appelle souvent et on se fait des plans au téléphone comme ça, des imitations. Il imite remarquablement Michel Legrand. Il y a peu de gens qui savent comment parle Michel Legrand. Oui. On sait comment il chante. Oui. Mais on ne sait pas comment il parle. Et alors, c'est très amusant. Et moi, je lui fais des balutins et des choses comme ça. Il adore ça. On va le rappeler, alors. Oui. On va le rappeler. Oui, il faut qu'il nous fasse Michel Legrand. Il est très difficile à imiter quand il parle. Mais il est génial. Il faut... Rappelez-le. On le rappelle tout de suite. Rappelez-le. Avant qu'il soit remis dans son discours. Est-ce que vous pensez que Stéphanie de Monaco aurait dû continuer à chanter? Certainement pas. Non. Certainement pas. Jean-Loup. Oui, dès que j'ai le dos tourné, vous parlez de Stéphanie de Monaco. Oui. Dites-moi, il paraît que vous imitez Michel Legrand. Non, pas du tout, parce que Philippe, là, il faut pas me déranger, parce que je suis à mon pied, l'aspiration va tellement vite que j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le couvercle du vélo, que ça tout c'est merveilleux. Ne me dérangez pas encore une fois, s'il vous plaît, raccrochez, parce que ça vient, j'ai une espèce de volubilité dans les doigts, je peux pas la contrôler. Bravo, Jean-Loup. Alors, vous me laissez travailler en vous écoutant? Moi, si tu veux, je peux te faire balutin, si t'es bordelais, je peux te le faire balutin, mais y a aucun problème, je peux te le faire, ça me fait plaisir. C'est comme tu veux, moi je te le fais, balutin. J'ai plein d'histoires, si tu veux, je te raconte des histoires de cul, des histoires de toutes sortes, tu veux. Y a pas de problème. Je comprends rien de ce que j'ai, mais j'ai des épinards dans la bouche, bon, sinon, je comprends. Non, alors, Eric Logérias, il a rien à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, t'as rien à faire aujourd'hui. Non, c'est bien. Il te mange ton pain. Fais-moi une imitation que pour moi avant que je raccroche. C'est bon. C'est bon. Au revoir les enfants. Je t'embrasse.
Vous avez quitté la France pour des raisons professionnelles ou sentimentales? Eh bien, faites-nous partager votre quotidien. Vous qui écoutez les grosses têtes via RTL.fr, peut-être n'hésitez pas à inscrire vos coordonnées sur notre site à la rubrique Les auditeurs du bout du monde, afin que l'on puisse vous rappeler pour participer à l'émission dès fin août, par exemple, la rentrée. RTL.fr. La cerise sur le gâteau, dans l'actualité aujourd'hui, je crois que c'est une initiative qui a été prise par de hautes autorités médicales pour que les étudiants en médecine surmontent quelques gênes chaque fois qu'ils doivent se pencher sur une anatomie humaine qui ne leur est pas encore très familière. Alors, un fabricant de sextoy a eu l'idée de lancer, mais uniquement à l'usage de ces étudiants en médecine, des vagins artificiels, des anus artificiels, des seins artificiels, où les futurs praticiens peuvent s'exercer sans avoir à... parce que c'est très gênant, autrement... Mais ils s'exercent à quoi faire avec ça? Eh bien, ils font... Des explorations, oui. Oui, notamment. Bon, enfin, pour un toucher rectal, il faut pas être très malin. Hein. Ah bah si. Je suis désolé, il y a un doigté, il y a très important le doigté. Bien sûr. On peut blesser. Ah oui. Ça moi, avec mes ongles, je peux pas. Oui, tu nous l'expliques tout à l'heure, elle s'est mis des ongles extrêmement pointus. Elle s'est blessée dès ce matin. Puis on peut lui laisser des doigts. Elle a des ongles, Amanda, vers 7h05. Vous voyez ses ongles, vers 7h10, vous voyez Amanda. Non, c'est très difficile pour la toilette intime. Ah bah ça, oui, j'imagine, c'est dangereux. Enfin bon. Oui, enfin, écoutez, on va pas aller jusque-là. Mais alors donc... Non, mais donc tout est artificiel en fait. Donc. Oui, parce que... Mais souvenez-vous que le stéthoscope a été inventé parce qu'il y avait des médecins pudiques qui n'osaient pas mettre l'oreille sur la poitrine des patientes. Ah. Mais donc ils ont un vagin artificiel, par exemple, pour apprendre à faire une exploration féminine, machin, et ils peuvent l'emmener à la maison pour travailler ou... Oui, Ils sont obligés de s'en servir sur place. Et comment ça se passe exactement? c'est des pièces détachées, quoi. Hein. Faire des travaux pratiques à la maison. On trouve ça chez Ikea, non? Oui, mais alors il faut le monter soi-même. Il faut la monter soi-même. En plus que tu peux engueuler ta femme en plus, tu vois. Donc t'as foutu le trou du cul que j'ai amené hier soir. Tu l'as encore au bout du doigt, chérie. T'es pas bien réveillé ce matin. Question de Monsieur Delacour. Pourquoi Elvis Presley n'a-t-il jamais donné un seul concert hors des États-Unis? Trop cher. Le colonel Parker ne voulait pas. Oui, le colonel Parker, son impresario, ne voulait pas. Ouais. Parce qu'il était entré illégalement aux États-Unis. Ah oui. Et s'il ressortait, il n'était pas sûr de rentrer de nouveau. C'est une excellente réponse de Bernard Mabille. Mais il y a un impresario qui s'appelait à l'époque Trébor et qui racontait, c'est un Marseillais. Il a dit, j'ai voulu essayer, il dit, je voulais avoir Elvis Presley pour un concert à Marseille. Je lui ai téléphoné. Quand il m'a dit le chiffre de son cachet, j'ai cru qu'il me donnait son numéro de sécurité sociale. Mais il n'a pas chanté sur des bases américaines en Allemagne, Presley. Il a fait son service militaire en Oui, Allemagne. c'est ça, donc il a chanté. Mais en après, Allemagne. quand il a mobilisé, fait il une était en carrière Allemagne. civile, il n'est plus jamais un terrain ressorti. américain, ouais. Question de Madame Cassagne. Dans le film de Jean Giraud, Le gendarme et les extraterrestres, comment les gendarmes arrivent-ils à se débarrasser des extraterrestres qui sont venus envahir Saint-Tropez? Une histoire de nudistes? Non. Non. Ah, il leur montre Brigitte Bardot nue. Ah, mais à l'âge qu'elle a maintenant. C'est le dernier, ça, non? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu celui-là. Hein. Oui, c'est le dernier, c'est celui où il y avait Babette. C'était pas très bon. Hein. Oui. Il les renvoie dans la planète, Non, alors c'est vraiment très simple. Bon, ils sont partis du principe que les extraterrestres n'étaient pas faits comme nous. Hein. Ah, il leur montre des nudistes, il l'amène sur la plage. Une histoire d'amour? Non, pas du tout. C'est physique, ils leur disent de faire quelque chose et ils disparaissent? Alors non, ils ont trouvé l'arme absolue qui est d'ailleurs pas chère et à la portée de tout le monde. Hein. Par la route, il est près de la route, tu rentres chez eux? Non. Il est déshabillé, il gèle, il est... Ah bah ils sont tous déshabillés, hein. C'est d'ailleurs comme ça que... Ouais, celui-là avait prévu les microbes, puisqu'il meurt par les... Ah oui, ils sont pas habitués à nos microbes. Oui, les microbes, oui, ça c'est vraiment ça. Défense immunitaire, ouais. Il supporte pas l'eau? Ils ne supportent pas l'eau, c'est ça, ils fondent. Ils les arrosent et ils meurent tout de suite. Ça, ils meurent, oui. Bonne réponse, Éric Logérias.
Ça bouge en province et ça bouge bien du côté de Nantes, puisque l'alcoolisme se développe dangereusement chez les jeunes. On a créé des veilleurs de nuit. Alors, des veilleurs de nuit qui vont à la porte des boîtes de nuit, qui attendent que les jeunes sortent, et puis qui leur tiennent là le langage de la raison. Ah, mais ils les raccompagnent pas. Alors, non, mais qui leur conseillent de... Ils les laissent bourrer à la porte, après ils reprennent leur voiture, quoi, c'est ça? Non, T'as vu quand t'as vu Justement, C'est pas comme ceux du Moyen-Âge, alors qu'ils se passaient dans les rues en criant « Il est 3 heures, bonnes gens !» oui, c'est un peu ça. Qui réveillaient tout le monde, d'ailleurs. C'est un peu ça. C'est des salariés, mais c'est aussi des bénévoles. Bon, alors, ils sont évidemment reçus dans une rigolade générale. Hein. Mais ils doivent se foutre de leur... Mais Péroni a monté un truc formidable. Il a monté les buveurs de nuit. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une équipe de volontaires. Il faut les saluer et saluer leur courage, qui vont dans les boîtes de nuit et ils vont à côté des jeunes. Et à chaque fois que le jeune commande un verre, il dit non, tu peux pas boire ça parce que si tu bois ça, tu vas te casser la gueule en bagnole. Et ils le boivent à leur place. Et ça, c'est extraordinaire. Ils peuvent boire jusqu'à 30, 40 verres par soir à la place des jeunes, que les jeunes payent quand même, bien sûr. Et c'est un mouvement qu'a créé Jean-Jacques Péroni, s'appelle les buveurs de nuit, et je tiens à les saluer publiquement parce qu'ils font un travail extraordinaire. Comme ça, les jeunes peuvent rentrer. C'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Oui. Bravo Jean-Jacques. Bravo Péroni. Très très bien. Je rappelle une histoire, mais qui n'a rien à voir. Oui, mais... Ça n'a rien à voir. C'est un type qui dit à son pote, tiens, mon grand-père est mort pendant son sommeil. Ah, il dit, c'est une très très belle mort. Il dit, c'est beaucoup moins bien pour les 3 occupants de la bagnole. Oh, qu'elle est belle. Deo Gracias, qu'est-ce que ce sera, Deo Gracias? Il y a eu un film avec Bourvil qui s'appelait... Qui s'appelait Deo Gracias? Oui. C'est possible, c'est un titre provisoire pour le moment. Mocky, non? Mais... Un film de Mocky. Mocky. C'est l'histoire d'un pilleur de tronc. Ah non, hein. c'est le drôle de paroissien. C'est le drôle de paroissien. Oui, mais c'était tiré d'un livre qui s'intitulait Deo Gracias. Ah oui, alors voilà. c'est pas la même chose. Alors, de toute façon, c'est un titre provisoire. Non, c'est un scénario écrit par Didier Van Coblert et qu'on a l'intention de réaliser l'année prochaine. Voilà. C'est vous qui... Oui, que j'aimerais réaliser, absolument. C'est une comédie qui se passe dans un monastère où des moines reçoivent un groupe de rap qui vient enregistrer dans ce monastère parce qu'il y a un son exceptionnel grâce aux vieilles pierres, etc. Il y a une salle. Voilà. Alors donc c'est les deux univers qui se rencontrent et c'est très très drôle. Mais bon, il faut le réaliser. Et s'il y a des producteurs qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à vous appeler, mon cher Philippe. Est-ce que vous croyez à l'atavisme artistique? C'est-à-dire quand on est artiste et qu'on a des enfants, ils deviennent artistes aussi? C'est possible, oui. Il y a des gènes qui se transmettent sûrement. Vous avez combien d'enfants? 3. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai une fille qui chante, effectivement, qui compose, et qui chante et qui écrit ses textes. Et j'ai un fils qui fait des études de théâtre et de cinéma à New York en ce moment. Donc, effectivement, il y a quelques gènes qui ont été transmis. Ah oui. Voilà. Et ma fille cadette, elle s'occupe de gestion et de commerce, donc elle pourrait gérer éventuellement. Oui, elle gérera ses frères et sœurs. Absolument. Ah oui. Dites donc, il est question de Sarkozy dans la pièce. Hein? Oui. La femme dit t'as acheté un short et des baskets le lendemain de l'élection de Sarkozy, t'es allé courir une fois au bois. Et quand t'es revenu, j'ai failli appeler les urgences, j'ai cru que t'allais claquer sur le palier. Ben oui. C'est vachement bien écrit. Ah oui. C'est vachement bien écrit, oui. Ah oui, parce que les énarques, ça faillote un peu. Ben, hein. Oui. On raconte que cet été, quand il était au Cap-Nègre, chez Carla, certains soirs, au moment du dîner, Carla lui faisait « Tu sors, Nicolas ?» Il dit « Oui, vous inquiétez pas, commencez sans moi. Je vais à Rome, je serai là pour le dessert. » C'est vrai. Allez, nous retrouvons les grosses têtes de l'été. L'invité d'honneur est Michel Leb. La honte de l'invité d'honneur. Vous vous souvenez? Alors oui, je me souviens. Alors ça, c'était... Je jouais aux variétés 3 partout. C'est une chose qu'on fait souvent entre acteurs. Je jouais avec Gérard Hernandez, que tout le monde connaît. Oui. Et on sortait, on rentrait. Bon, il y avait des moments où on restait en coulisses. Donc, pendant qu'une scène se jouait. Bon. Et il y a un truc qui consiste à dire à celui qui est en coulisses, fais attention, prépare-toi, tu vas la louper. Ça veut dire tu vas louper ton entrée en scène. Donc, prépare-toi. Quand on est 2 ou 3, comme ça, oui, je fais attention, etc.
Et un jour, j'étais donc en coulisses avec Gérard Hernandez. Il y a une scène qui se jouait, j'attendais quelques secondes. Et Gérard me dit, tu la loupes, c'est à toi. Je me précipite en scène, et là, je suis dans une scène qui n'a rien à voir, je n'ai rien à dire. Et je suis là comme un con, avec les autres acteurs qui jouent, qui me voient rentrer, et je dis, excusez-moi, j'ai dû me tromper de porte. Et je suis ressorti, et ça leur a coupé la scène, évidemment. Alors ça, c'est terrible, j'avais la honte, parce que j'étais complètement... Mais ça, c'est Gérard, ça. C'est Gérard. Gérard qui mettait des culottes de femme dans la boîte à gants de la voiture de Roger Carrel. De façon à ce que la femme de Roger puisse les découvrir. Ça, c'est une horreur. Ah oui, mais très, très violent. Dernière citation envoyée par Monsieur Maury de Toulouse qui a dit « Combien d'acteurs paraissent naturels parce qu'ils n'ont aucun talent ?» Guitry ? Non. Un de nos maîtres à penser de la fin du 19e siècle. Feydeau ? Non, alors, il avait écrit un peu pour le théâtre. Jules Renard ? Jules Renard. Bonne réponse de Jean Amadou. Bravo, Jean. C'est Bernard Mabille qui va raconter la bonne histoire du jour, en espérant que vous la trouverez vraiment bonne. Elle est très envoyée par Monsieur Laureau de Merlevenez. Dans un compartiment de chemin de fer, un gosse pleure. Mais pourquoi pleures-tu, demande un voyageur. Parce que ma mère a pris un amant. Bon, c'est pas une raison pour pleurer, ce sont des choses qui arrivent. Tiens, tu veux que je te dise, moi aussi ma mère, elle avait des amants. Est-ce que je pleure ? Et tous les autres voyageurs font chorus pour avoir la paix. Il y en a un qui dit, moi aussi, ma mère avait un amant et je m'en porte pas plus mal. Et l'autre, et moi aussi, ma mère avait un amant. Et un autre encore, moi, ma mère, elle a eu 1000 amants. Ça ne m'a jamais mis dans des états pareils. Il y a un type dans le coin du couloir qui ne dit rien. Mais au bout d'un moment, il sort une cigarette de sa poche et il laisse tomber négligemment. Parmi tous ces fils de pute, il n'y en a pas un qui lui aurait du feu par hasard. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Fort de la stratégie sportive qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne, les deux athlètes de la rigolade que sont Bruno Selot et Yvan Le Bolloc ont reformé leur duo en passant du petit au grand écran, mais sans jamais abandonner ce poste privilégié d'observation que constitue l'entreprise. Et pas seulement au bureau, puisque patrons et employés se retrouvent dans leur film lors d'un séminaire. À les entendre, le sort des salariés a changé, puisqu'aujourd'hui, ils arrivent plus tôt, ils partent plus tard et ils gagnent moins. Selot a choisi d'incarner un syndicaliste opportuniste et Le Bolloc un commercial plutôt bas de plafond, avec naturellement en filigrane quelques histoires de fesses posées sur le sous-main d'un bureau et petites gâteries synchronisées avec les coups de téléphone. Chemin faisant, Yvan a avoué qu'il avait volé sa première guitare et Bruno a raconté avec beaucoup d'intelligence son voyage en Mongolie. Asseyez-vous. On n'a pas eu le cœur de vous séparer comme les couples très unis pour cette petite cérémonie intitulée La garde à oui. Wow. Bruno Selot et Yvan Le Bolloc, est-ce que le monde de l'entreprise a changé depuis votre première caméra café ? Ouf, ma foi oui. Il a été soumis au passage il y a quelques années maintenant d'un certain Nicolas qui effectivement a radicalement changé la vision qu'on a au quotidien de l'entreprise. Et en même temps, ça nous donne, nous, le loisir de trouver de la matière, parce que notre terreau principal, évidemment, c'est ce qui se passe au sein des entreprises. Et c'est vrai que... Déjà, les gens arrivent plus tôt au bureau. Oui. Est-ce que l'amour, plus tard, l'amour plus au bureau, est-ce que l'amour au bureau est inclus dans les 35 heures ? Ah oui, il y a au moins 30 heures qui y sont consacrées par semaine dans Caméra Café. Ah bah vous avez des gens vigoureux. Alors, oui. Ils ont que ça à faire dans la Vole, dans la région qu'on représente, ils ont que ça à faire. Voilà donc, et c'est le sujet de notre entretien et la raison de notre invitation, un film qui s'intitule Séminaire, avec quand même en sous-titre Caméra Café, pour rappeler les bons souvenirs. Des bons souvenirs qui d'ailleurs vont revenir sur les petits écrans. Oui, il va y avoir une nouvelle formule avec de nouveaux comédiens que nous avons recrutés. Mais toujours la caméra. Mais toujours le même concept. Toujours le même concept, mais 15 nouveaux comédiens qui vont défendre les couleurs et la maison que nous avons laissée bien propre et bien rangée, espérons qu'ils ne foutent pas le bordel et que ça marche aussi bien qu'à l'origine. Alors, est-ce que le séminaire est une opportunité, une fête ou un supplice ?
C'est un peu des trois à la fois, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour ceux qui sont un peu au bas de l'échelle et qui voudraient se refaire une virginité au sein de l'entreprise. Enfin, c'est le cas de Jean-Claude Convenant, le personnage que j'interprète, puisque lui, il a tout à gagner, il part de très très loin, hein. Il a 2 en tout, donc en présentation, en élocution, en syntaxe. Alors ensuite, c'est une fête parce qu'on se retrouve en dehors de l'entreprise, hein. Ah bah oui, pour eux c'est l'occasion effectivement de quitter visiter Paris, parce que c'est la première fois qu'ils y vont. Ils quittent leur province natale pour monter sur la capitale et donc ça donne une scène savoureuse de l'arrivée de Jean-Claude et Hervé en Xantia sur le périphérique de la Défense, cherchant vainement une issue de secours. En ayant au préalable fait une course avec un TGV pour voir si la Xantia V2. Vous l'avez vraiment fait la course avec le TGV? On a vraiment fait une course contre le TGV. La SNCF nous fait la gueule maintenant. On voyage plus qu'en Micheline. Voilà. Alors, vous foutez de notre gueule, vous allez voir. Supplice parce qu'il faut se taper des discours qui sont souvent lénifiants, et parce qu'on vous soumet à des exercices qui sont tous plus ridicules les uns que les autres. Mais tous vrais. Par contre, tous les exercices qu'on décrit dans le film sont tirés de vrais séminaires, que ça soit les puzzles géants, que cette montgolfière dans laquelle il faut enlever des poids pour qu'elle puisse enfin prendre son envol, ce qui sous-entend que la société délivrée de son poids va enfin, elle aussi, s'envoler vers les sommets. Vous avez l'identification animale aussi, puisque certains... Beaucoup d'anthropomorphisme. Qui est d'ailleurs assorti d'un exercice vocal, hein. Ah oui, il y a évidemment, le séminaire, c'est l'occasion pour tout le monde d'être un minimum ridicule, ne serait-ce que 30 secondes devant tous ses camarades. Alors vous êtes classé selon un profil animalier, il faut que vous fassiez le cri de l'animal. Je sens que tu vas t'y coller, Jean-Claude. Voilà, donc moi, je rappelle qu'il est le mandril. Le personnage de Jean-Claude, oui, c'est un singe, le mandril, oui. Et moi, je suis un furet. Vous pouvez faire le cri du singe? Le mandril, c'est assez sommaire. Hein. Voilà. Oui. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Oui. Quand je vous disais qu'on consacrait 30 heures de notre vie au coït. Alors, le furet, il fait un bruit très particulier qu'on n'a pas réussi à identifier. Il fait une sorte de comme ça, quelque chose qui est... Une espèce de vroute-vroute. Voilà, qui nous a été certifié par une propriétaire de furet. Oui, Anaïs à Brest, qui nous a dit j'ai un furet, et le furet, quand tu le presses un peu, il fait vroute. Mais il faut le presser, il faut le compresser. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Presser le furet, c'est une très belle image. Voilà, presser le furet, c'est une belle image. C'est très différent. Est-ce qu'il existe des syndicalistes opportunistes? Des syndicalistes opportunistes? Écoutez, j'en suis l'incarnation. En tout cas, Hervé Dumont, effectivement, est un syndicaliste quand ça l'arrange. Et surtout quelqu'un de prêt à être conciliant avec le patronat dès qu'il sait lui parler avec des petites enveloppes un peu épaisses et remplies de billets bleus. Ah si, je vous assure, Hervé Dumont est comme ça. C'est de l'invention. Mais il n'est pas représentatif des syndicalistes, il n'est représentatif que de lui-même. Et vous ne donnez pas le nom de son syndicat, bien sûr. Si, le CFDS, mais par bonheur, il n'existe pas. Oui. Ou alors... Cela dit, quand on a su que le MEDEF faisait quelques libéralités... La centrale des patrons, on a dit que de temps en temps, ils aidaient des syndicalistes dans le besoin. Non, mais ça c'est blasphème et rumeur. Non, je ne veux pas entendre parler de ça. Les syndicats n'ont répondu. Hein. Jamais. Non. On ne sait pas qui met les thés noirs sur cette affaire, si ce sont les syndicats ou le MEDEF. Hein. Personne n'en sortira grandi. Hein. Que conseillez-vous? Surtout pas vous. Que conseillez-vous? Faire l'amour sur le capot d'une voiture ou sur le sous-main d'un bureau? Ça dépend de la largeur du postérieur de madame, mais sur un capot de voiture, oui, un capot de voiture, ça c'est plus la spécialité de Jean-Claude Convenant. Convenant, pas convenable. Rugir le moteur, comme oui. Pourquoi? Parce que souvent le capot est encore chaud. C'est ça qui est agréable. Oui, quand vous allez chercher votre voiture à la fourrière, il faut faire avec ce qu'on a, Philippe. Oui. Hein, alors forcément, vous cherchez un support, le premier venu, c'est un capot. Voilà. Faut éviter la Mercedes à cause de l'étoile. Hein. Ah oui. La Rolls aussi, ça va être et les syndicalistes en ont plus. Et la Jaguar. Alors ils sont très compromis. Est-ce qu'il est courant dans l'entreprise, et là je me réfère à une scène importante du film, de pouvoir combiner une petite gâterie et un coup de téléphone? Alors attendez, on est bien en grosse tête donc. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'à un moment il y a... C'est la vie, le vie de l'entreprise. Oui, le vie de l'entreprise, voilà. Non, mais c'est pas un coup de fil que je donne en même temps. C'est parce que Jean-Claude m'a donné un conseil pour retenir son envie, son désir séminal, si j'ose dire. Il m'a donné l'occasion de découvrir une méthode a priori infaillible, à savoir lire une œuvre ou lire des papiers pendant qu'on s'active, ce qui permettrait
priori, de se retenir. Et c'est là que je découvre effectivement le poteau rose et je découvre que ce séminaire ne camoufle en fait qu'une restructuration de l'entreprise et qu'on va tous se faire virer. Mais je le découvre tout en honorant une demoiselle très accorte. Mais je suppose quand même que ça nuit à la continuation de votre désir. Bah, c'est-à-dire que quand je découvre le poteau rose, je crie non, 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 et elle crie oui, oui, oui. Elle est au sommet de son plaisir. C'est-à-dire que je suis au sommet de mon déplaisir. Elle aussi découvre le poteau rose à ce moment-là. Oui, voilà, c'est bien, c'est bien. Ça. Oui, il fallait mettre le gong là. Ça me sauve un peu ce coup-là. Séance de rattrapage pour les grosses têtes de l'été avec cette émission qui avait été diffusée le 3 février dernier. Autour de Philippe Bouvard, il y avait Pierre Bellemare, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, les invités d'honneur Bruno Solo et Yvan Le Bolloc pour le film Le Séminaire. Permettez-moi maintenant de poser des questions tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Est-ce que, Bruno, vous ne devriez pas vous faire appeler tantôt solo, tantôt duettiste, selon la carrière que vous choisissez d'exploiter? Parce que, bon, quand vous êtes tout seul sur la scène solo, c'est normal, mais quand vous revenez vers votre compagnon... Bah oui, c'est vrai que je suis une sorte de solo duo. Paradoxalement, j'ai rarement fait honneur à mon patronyme, puisque j'ai toujours défendu l'idée de travailler en troupe, tant au théâtre qu'avec Caméra Café, qu'avec Yvan, et c'est vrai que j'ai plus souvent apprécié l'idée de me retrouver... Quelquefois sans Yvan. Hein. C'est vrai que tant sur les films, mais même dans les films dans lesquels j'ai joué, j'ai fait beaucoup de films de bande, moi, que ce soit La Vérité si je mens ou Livraison à domicile. Est-ce que vous êtes un patron social? Parce que j'ai vu ce matin dans Télé 7 jours que vous aviez 40... Parle de moi dans Télé 7 jours? Maman, t'entends? Vous aviez 40 salariés. Bah oui, j'ai une boîte de production avec laquelle on fait pas mal de programmes pour la télévision, que des fictions. Donc rien que des choses bien innocentes, de Camelot à Caméra Café, en passant par Vous les femmes. Enfin, il y a pas mal de séries, de spectacles de théâtre aussi. Effectivement, il y a 40 salariés dans la petite entreprise qui n'en comptait que 5 au départ. Alors, êtes-vous un patron social? Je crois, oui. Ne serait-ce que parce que j'ai l'impression qu'on engage plus qu'on ne vire et que finalement on fait marcher et beaucoup d'auteurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs, et qu'au travers de nos productions, et ici et dans le monde, puisque Caméra Café est la série française la plus vendue dans le monde, on fait finalement travailler pas mal de gens. Donc si c'est ça être un patron social, je pense que je le suis. Ouais. Oui, et puis bon, vous allez réengager des gens pour la nouvelle série. Ah bah oui. Là, mais qui ne seront pas ceux qu'on a vus au départ. Hein. Non. C'est 15 nouveaux. On en a vu 388, donc on en a gardé 15, donc il y en a 388 moins 15 qui nous font la gueule, mais il y en a 15 qui sont ravis là en ce moment. Mais il n'y aura plus le DRH qui est formidable, pour rappeler le nom d'acteur. Tom Novembre qui prend le rôle initialement joué par Gérard Chailloux. de Gérard Chailloux. Gérard qui est formidable. Et qu'on retrouve dans le film, lui, par contre. Mais qui ne sera pas dans la série. Donc il n'y a plus personne. Il n'y a que Tom Novembre qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent la série. Il est monté de chez Digix. Voilà, en fait, on appelait Digix les connards du dessus, et vous apercevrez très vite qu'ils nous appellent donc les connards du dessous. Et on a trouvé une astuce très simple. On a monté la caméra d'un étage et on raconte cette boîte qu'on évoquait sans jamais la montrer, qui est la boîte Digix, et c'est les aventures de cette nouvelle boîte qu'on va... Est-ce que la présence de 5 bébés n'a pas compliqué le tournage? Ah oui, 5 bébés, oui, c'est vrai que ça a été l'aventure. Tourner avec les enfants, avec les animaux, c'est ce qui est le plus difficile. Oui. Les nourrissons et les... Mais il paraît que ce sont ceux qui ont le plus de talent parce qu'ils ne comprennent pas les indications du metteur en scène. Enfin, c'est ce que W.C. Field disait quand il sortait de l'endroit... il disait surtout que quelqu'un qui n'aimait pas les animaux et les enfants ne pouvait pas être un mauvais homme. Totalement mauvais. Et vous savez ce qu'il avait fait avec un gosse sur un tournage? Il supportait pas les gosses. Et par contrat, le môme devait avoir un jus d'orange à telle heure. Il foutait de l'agnole dans le jus d'orange. Et alors le gosse évidemment était pété comme un coin et il a fait virer le gosse en disant c'est pas normal, il est bourré à 4 heures de... Mais c'est vrai, véridique, hein. Ça c'est formidable. Ignominie jusqu'au bout. C'est Fields. Alors la vie de l'entreprise, elle a un petit peu évolué, mais pas tellement. On est toujours dans un endroit confiné avec des jalousies, des amours, tout ça est un peu à la tête du client, pas toujours très sympathique. Alors nous avons retrouvé, en fouillant les archives des grosses têtes qui sont considérable, puisqu'il y a 33 ans de souvenirs maintenant. Nous avons retrouvé un témoignage de François-Xavier Demaison qui, lui, s'était servi de son expérience de trader à New York pour raconter un séminaire de réorientation. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Pour ce séminaire de réorientation affective au Centre culturel Mike Brandt, on va essayer de se parler, on va essayer d'apprendre
à se connaître autour d'un café fédérateur. On va tous s'allonger, on va tous se mettre en chaussettes, on va respirer par le nez, on va respirer par la bouche, et nous allons tenter de respirer par l'anus. Oui, Lucinda, on t'écoute, on échange. Alors toi, Lucinda, tu t'es faite licencier de ton entreprise parce que tu étais obèse. C'est fou, enfin, c'est énorme. Non, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, Lucinda. Ne pleure pas, voyons, enfin. Plutôt si pleure. En plus, tu élimines. Oui, alors Patrick, j'ai vu sur ta fiche que tu n'as pas encore payé le stage. Ce n'est pas bien. Oui, je sais, Patrick, tu es au chômage depuis 2 ans. Ça n'est pas une raison. Patrick, je vais te demander de passer au secrétariat tout de suite. Je crois que ce n'est pas te rendre service que d'être le complice de l'assistanat dans lequel tu t'es enfermé. Ah, on s'y croirait un peu. Vous savez que quand on a écrit le personnage du coach, il avait été écrit pour François-Xavier de Maison. Ah oui. Parce que c'est vrai que le séminaire, c'est le film auquel on a initialement pensé avec Yvan, avant même de créer Espace Détente, le précédent. Et quand on a vu le spectacle de François-Xavier de Maison, on s'est dit qu'il serait un coach formidable. Mais bon, il était pris sur d'autres films, et on a pris Scali Del Pera finalement, formidable acteur aussi. Mais on a vraiment pensé à François-Xavier en écrivant ce personnage. Et pourquoi ne pas avoir tourné le film vous-même comme le précédent et avoir choisi un réalisateur chinois? Chinois qui aime les nems. Oui, Charles Nemes. Non, mais c'est Nemes en fait, il est hongrois. Hongrois comme notre président. C'est dit que ça nous ferait des entrées. Au palais. Pourquoi vous parce que sur le premier, on a découvert ce que c'était que de préparer, de repérer, d'écrire, de tourner, de réaliser, de jouer, Mais de justement, monter. maintenant que vous connaissiez le métier, vous pouviez l'exercer. Pour être tout à fait honnête, Philippe, on n'était pas super content du résultat. Bon Voilà, donc on Des a 2 préféré- millions d'entrées. Non, mais de la réalisation. C'est vrai qu'on avait juste posé notre caméra et on avait filmé l'histoire et il nous semblait indispensable qu'un réalisateur digne de ce nom amène son écriture cinématographique. Et c'est vrai que ce deuxième film nous semble infiniment mieux réalisé. D'ailleurs, c'est l'avis des gens qui l'ont vu et qui avaient vu le premier. Infiniment mieux réalisé. Il a su se mettre au service de notre univers. Il nous fallait aussi un réalisateur qui mette sa susceptibilité un peu en bandoulière parce que, bien entendu, c'est notre histoire et on allait la porter à bras-le-corps. Et Charles Nemes a ce talent-là. Il avait déjà réalisé La Tour Montparnasse infernale. Il sait ce que c'est que travailler avec un duo. Et quel duo? Eric et Ramsey. Tu sais, quand t'as bossé avec Eric et Ramsey, c'est comme la première fois que tu viens d'avoir ton permis. Quand t'as passé la place de l'Étoile, tu peux conduire partout dans le monde, tu vois. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été, les invités d'honneur Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. À la faveur de cette peinture de la vie en entreprise, il y a parallèlement une description de la vie conjugale avec un curieux ménage à 3. Hein. Oui, le film commence, Jean-Claude, le commercial un peu bas de plafond, est en rupture de banc puisque sa femme est partie avec les gosses. Enfin, pour une broutille, hein, Jean-Claude a essayé de toucher les sous de l'assurance en mettant le feu à la maison sans avertir la famille. Vraiment. Bon, ça, c'est vraiment des... c'est Il y un peu a idiot. des gens qui se vexent pour rien. Hein. Ah oui. Vous l'avez dit, il est con, donc c'est normal. Et donc, il demande à... Enfin, il demande pas, d'autorité, il installe son camping-car dans le jardin de son camarade Hervé. Sur la trappe à mazout, ce qui fait que j'ai plus d'eau chaude et que je lave Marie-Georges, ma fille, à l'eau froide. Voilà. Parce que ma fille s'appelle Marie-Georges. Voilà, et donc, petit hommage. c'est un petit hommage à notre ministre des Sports. Oui. Voilà, et donc le film s'ouvre là-dessus, effectivement, sur une espèce de ménage à 3 un peu curieux. Oui. Parce que votre ménage, à vous, a résisté. Hein. Enfin, il résiste à Jean-Claude, mais pas au quotidien, hein, parce qu'on peut pas dire que ça soit un amour très partagé. J'ai une tendresse assez unilatérale pour mon épouse qui repousse mes avances avec beaucoup de vigueur. Même quand vous allez... Pas qu'elle s'étonne après que j'aille voir ailleurs. Même quand vous lui dites que vous allez partir pour un séminaire et qu'il faudrait peut-être que vous preniez un peu d'avance sur les galipettes conjugales. Oui, je prends... Mais c'est ça, c'est une avance que je prends tout seul, quoi. C'est-à-dire que je ne fais pas l'amour. Je fais l'amour et ma femme me regarde lui faire l'amour, en fait. C'est assez misérable, hein, la vie qu'elle a mienne. Je suis assez content de partir à Paris. T'étais pas marié dans la série? Non, mais Valérie Decobert qui joue donc mon éternelle fiancée que je drogue pour qu'elle puisse coucher avec moi. La petite blonde, donc qui est dans le personnage et ça s'appelle Fred. Ben voilà, je suis marié dans le début de ce film. Je suis marié, et j'ai un enfant avec elle, donc la fameuse Marie-Georges. Elle a accepté une fois. Elle a accepté une fois et sous l'emprise de l'alcool. Exactement, oui. Ou d'autres choses. Et alors, bon, quand vous faites l'amour, pratiquement, elle bouge pas, mais si elle bouge pas, c'est que vous lui faites pas mal, hein? Oui, non, visiblement, elle s'en rend pas bien compte, non. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, finalement.
Quand je vais voir ailleurs, elle s'inquiète pas non plus d'ailleurs. Dans ce film, il y a la base, encore que bon, tout le monde n'a pas accès à un séminaire. C'est quand même le personnel sur lequel on fonde certains espoirs. C'est l'élite de Diogène, vous avez qu'à voir. Et justement, l'élite, c'est le cadre. Et le cadre français, nous en avions eu une description assez fidèle, bien qu'un peu méchante, grâce à Jean-Yann. Le cadre français, il a des responsabilités, il a mal dormi, il a pensé à son travail. Pourquoi voulez-vous qu'il arrive à 8h comme les pecnos? Il arrive vers 10h30 et il se prépare pour le déjeuner. Déjeuner d'affaires, c'est là que les choses se créent, bravo. Bravo au cadre français. Et que les marchés s'organisent et que la France peut briller à l'étranger. C'est grâce au déjeuner des cadres, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas dans une cantine pouilleuse que les affaires vont se faire. Vous croyez que le type de la BNP, il va racheter la Société Générale dans un snack ou au McDonald's? Voilà, après quand il a bien bouffé, parce qu'il rentre au bureau, il dort un peu. Et puis après, il peut avoir des contacts, il convoque ses collaborateurs, ils font un petit pot. Donc ça se termine un peu tard, ces trucs-là, c'est normal. Le discours. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dit bonjour monsieur le directeur. Oui. Quand le directeur arrive, il lui dit pas alors du con, t'as passé une bonne... Vous voyez? Rigolo comme tout le cadre français. Le cadre français, il arrive, il dit c'est un mec qui est dans les cabinets. Alors, le cadre français, il a des boules puantes dans son tiroir et tout. C'est vraiment bien. Qui mouille. Bonjour monsieur le directeur, hop, un petit giclé. Ça amuse dans les bureaux. Il est très rigolo. Le cadre français, on a raison d'être fiers de nos cadres. Une belle description de la France qui gagne. Ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Hein. Bah écoutez, j'en connais qui aimeraient que ça change en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a un fond de vérité dans ce que dit Jean-Yann. Comme dans Caméra Café, il y a un fond de vérité et c'est là-dessus qu'on s'appuie justement pour faire le succès de la série. Notre première volonté, c'est de faire rire, mais je pense que sous le vernis de la rigolade, il y a quelque chose qu'on dont on parle depuis des années et tout, qui fait que... Alors 8 ans de succès pour cette série, et elle est loin d'être achevée. Est-ce que vous pensez que ça a influencé la vie réelle en entreprise, qu'il y a eu de plus en plus de gens devant les machines à café, qu'on a joué à la rigolade certaines scènes qu'on avait vues la veille? Ah, vous voulez savoir si les gens ont fait des progrès en art dramatique au sein des entreprises en reprenant des sketchs de Caméra Café? Je ne sais pas, parce que évidemment on ne parcourt pas les entreprises de France pour voir de quelle façon elles évoluent, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en tout cas les gens ont beaucoup de tendresse et d'amitié pour ces personnages, car là on sort d'une tournée en province, que ce soit Cherbourg, Perpignan, Brest, Rouen, Metz, Nancy, et vraiment il y a quelque chose de l'ordre du charnel avec ces personnages. Les gens vraiment nous remercient de les faire rire tout simplement, et pour certains aussi de les faire rire en les faisant un tout petit peu réfléchir, et peut-être de prendre un tout petit peu de recul sur certaines, je sais pas, quand on peut avoir des réactions un peu idiotes, des préjugés les uns sur les autres, parce que pendant que les gros s'en foutent plein les fouilles, c'est bien connu, en bas, dans le marigot, ça se tire l'un sur l'autre. En tout cas, vous avez il en reste que l'humour des fois, oui, c'est ça. Vous avez été copié par Georges Clooney, qui de lui devant sa machine à café aussi, s'en est. Ouais, mais je sais pas pourquoi, le café, ça le rend beau, lui. On a beau boire du café, mais j'arrive pas à avoir la même tête que lui. Même à la plage, l'équipe de Philippe Bouvard trie vos questions de culture générale qui vous permettront, je vous le rappelle, de gagner peut-être 300 € si vous collez les grosses têtes dès fin août. Mais oui, pour notre rentrée. Dans le grand studio de RTL, vous adressez donc votre question soit par courrier, RTL, les grosses têtes, 22 rue Bayard, 75 008 Paris, ou encore par internet, c'est plus simple, rtl.fr, page grosses têtes. Question de Madame Maury de Toulouse qui a dit: on compare souvent les hommes politiques à des acteurs. C'est très injuste pour les acteurs. Michel Audiard. Non, c'est quelqu'un qui est toujours de ce monde. La preuve, c'est qu'il a été, voilà quelques semaines encore, notre invité d'honneur. Claude Chabrol, non? Non. Guy Bedos? Guy Bedos. Bonne réponse de Philippe Chevalier. J'ai lu tous ses livres. Et t'as tous ses disques. Oui, on a fait 2-3. Écoutez, il a publié des livres, dont un roman qui était très bon. Qui a été reconnu. Et la deuxième citation envoyée par Madame Royer-Donfleur, qui a dit: la vraie maladie des acteurs, c'est que leurs prestations médiatiques
occultent leurs prestations d'acteurs. Parfois, ouais, ça. Et c'est assez vrai. C'est une femme ? Alors, c'est un homme. Oui, c'est donc pas une femme, a priori. Ça, c'est déjà une bonne indication. Français ? Un Français. Mort ? Non, vivant, un Français vivant, bien vivant. Vivant, bien. Mort, Oui. mort, Un acteur mort. en activité ? Alors, en activité. En activité. Oui. Bon, C'est Jean un Rochefort acteur. Non. Gérard Ditti. Non, c'est un aussi acteur de théâtre ou de un cinéma, plutôt ? Alors, il se partage entre les deux. Francis Huster, non Et il a également une vocation de ténor, mais rentré. Ah, Lambert Wilson. Lambert Wilson. Ah, bravo. Bonne réponse de Bruno Solo. J'ai joué avec lui. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui se fait rare en télévision parce qu'il trouve qu'on s'y galvaude. Et il a peut-être pas totalement tort, mais bon, c'est une étape obligée pour parler de nos films. Et, Surtout pour ceux qui font de la télévision. Oui. Très bien. Yvan, pourquoi vous avez-on surnommé Plus vite et moins fort? Ah, Plus vite et moins fort. Ça, c'était quand je faisais mes premiers pas en tant que guitariste dans un groupe de rhythm and blues. Non seulement je n'étais pas dans le tempo, mais en plus je cassais les oreilles à mes copains. Du coup, plus vite et moins fort. Qui vous avez offert votre première guitare? Ah bah c'est moi, je suis rentré dans un magasin et je l'ai prise. Vous l'avez volée? Non, je l'ai prise. Sans passer par la caisse, oui, je l'ai un peu emprunté. Oui. Mais bon, il y a prescription, c'était il y a 6 mois. Bon, aujourd'hui, tout ça quand même s'est normalisé. Aujourd'hui, le Seigneur a rétabli l'équilibre puisqu'on m'en a volé 2 d'un coup il y a 2 ans, ce qui a donné le nom au groupe Ma guitare s'appelle Reviens. On vous a volé la guitare, mais pas le Mediator, hein? Non, le Mediator n'existe pas ni dans la rumba gitane, ni dans le flamme. Ah bon? Dans le Avec quoi alors vous grattez? Bah, vous voyez, voilà, je vais chez Style Ongle, où je vois Geneviève, et qui 2 fois par semaine me rallonge l'ongle du pouce. Ah oui, elle te rallonge l'ongle du pouce. Elle n'est pas très efficace, elle ne fait que ça. Mais elle le fait très bien, monsieur. Elle est plus toute jeune, Geneviève. Hein. Ah bon? Ça vous ferait plaisir, hein, Fifi, d'avoir une Geneviève pour faire allonger l'ongle. Hein. On l'appelle Geneviève, en fait. Geneviève. Ce serait un ongle incarné. Oui. Bruno, pourquoi avez-vous redoublé la classe de seconde? Non, écoutez, c'est une vieille histoire, il y a prescription là aussi. J'ai redoublé parce que je suis arrivé dans un lycée qui était un lycée de filles jusque l'année précédente, et l'année où je suis rentré, c'est devenu un lycée mixte. Donc on était deux garçons, dont un qui n'avait pas été gâté, genre lunettes à triple foyer, boutons autour de la bouche, cheveux gras et duvet sur la lèvre supérieure. C'était pas la moustache de Clark Gable, j'aime autant vous le dire. Par contre, il avait les oreilles décollées et la laine de Clark Gable que vous évoquiez tout à l'heure. Donc voilà, j'étais comme un renard dans la volière, et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur mes cours, et je me suis concentré sur ma cour justement, et j'ai redoublé ma seconde à cause des filles. Oui, mais volontairement quasiment, hein, parce que il y en avait justement une que j'adorais, avec qui j'avais pas réussi à conclure, et qui redoublait. Je me suis dit, je vais rester avec elle. Voilà. Mais j'ai quand même mon bac. Mais vous étiez sûrement premier en anatomie comparée. En sciences naturelles aussi. Est-ce qu'on peut être, Yvan, militant écolo et fondu de moto? C'est un peu contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Alors, fondu de moto, c'est vrai qu'on dit qu'une moto consomme autant qu'une voiture. Alors, pour établir l'équilibre, j'ai fait mettre toutes mes voitures au GPL, qui est un carburant qui pollue beaucoup moins que les carburants traditionnels, qui coûtent 2 fois moins cher, et pour lequel vous avez 2 fois plus de difficultés à trouver des pompes. Mais bon. Mais c'est pas dangereux, ça peut pas exploser, ça? Non, mais non, alors franchement, là, je voudrais vraiment. On a des assiettes quand on fait le plein de GPL. On gagne des assiettes? Je sais pas, je demande, moi j'ai pas le permis. Des t-shirts, je suis Jean-Jacques. C'est rassurant de savoir que vous n'avez pas le permis. Ah, mais je suis le seul véritable écolo ici. Ah, mais non, mais lui, ça fait longtemps qu'il a vraiment choisi boire ou conduire, il a choisi. Oui. Nous retrouvons Philippe Bouvard, les grosses têtes de l'été, et Bruno Solo et Yvan Le Bolloc étaient les invités d'honneur. Ça, c'était le 3 février dernier. Alors vous êtes allé beaucoup plus loin, Bruno Solo. On vous a retrouvé en Mongolie. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans votre registre comique habituel, hein? Ah non, je suis parti. C'est une escapade plutôt sérieuse. Sérieuse, et en même temps j'ai beaucoup ri parce que j'ai rencontré un homme formidable là-bas, Bad Bayard, qui est une des plus belles rencontres de ma vie, et ce voyage sans peur et sans reproche, tout à fait. Ceci dit, il est pas loin d'être sans peur et sans reproche, parce que c'est un homme merveilleux, et je suis très fier de partager. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Je suis parti 3 semaines là-bas, et c'est sur le principe donc de rendez-vous en terre inconnue. On ne sait pas où on va parce que on a les yeux bandés, on a un casque sur les oreilles, on vous amène à l'aéroport, et c'est
seulement quand l'avion est décollé qu'on vous dit, voilà Bruno, tu pars en Mongolie, dans les environs d'Oulan-Bator. Et j'ai vécu pendant 21 jours comme eux, avec eux. Et j'ai rencontré un des hommes les plus beaux que j'ai jamais rencontré de ma vie. Effectivement, ce type me hante encore. Et par le plus grand des hasards, il y a des gens qui ont vu l'émission, qui sont partis sur ses traces et ils l'ont retrouvé. Et c'est immense, la Mongolie. Ça fait 4 fois la France, 4 fois et demi la France. Et il y a 2 millions d'habitants, donc c'est le pays le moins peuplé de la Terre. Ils l'ont retrouvé, et ils l'ont pisté, ils l'ont retrouvé. Et il m'a enregistré un petit film que j'ai regardé il y a pas longtemps. Donc quelque part, je garde des relations, même si elles sont très lointaines avec lui. Qu'est-ce qu'on mange là-bas en Mongolie? Ça doit être, oui, alors ça, par contre, pour un palais typiquement français, c'est sans aucun doute le pays le plus éloigné. Ah non, pas du cheval, surtout pas. Ah non, c'est des cavaliers. Non, c'est le pays, on les appelle les hommes chevaux, c'est des centaures. Il n'y a pas beaucoup de mer, mais il y a des yachts. Non, oui, il y a des yachts, mais pas de mer. Ouais. Non, elle est très jolie. Et, merci, messieurs. Philippe Chevalier, chevalier sans peur et sans reproche. Le chevalier Bayard. Il est finot. Oh là là. Non, mais oui, c'est un pays merveilleux. Qu'est-ce qu'on mange, on y mange essentiellement de la chèvre, du bœuf, mais qui n'est pas vraiment cuisiné, qui est juste bouilli. On y mange très peu de légumes parce que il fait 40 degrés en été, moins 40 en hiver. C'est le pays où il y a les plus grands écarts de température, donc ils ont besoin vraiment d'avoir beaucoup four le jour et frigidaire la nuit. Oui, c'est un pays vraiment époustouflant à voir et à vivre. T'as été sur les petits chevaux là? Oui, j'ai fait beaucoup de cheval. C'est d'ailleurs un des critères qui a fait qu'ils m'ont recruté pour cette émission. C'est parce que je suis cavalier. Oui, les fameux, on vit dans des yaourts. Et qu'est-ce qu'ils ont comme alcool local? Alors ça, c'est du Nérac. Par contre, ça, quand vous avez bu ça, vous pouvez tout boire. Oui, ça doit être costaud, oui. C'est du lait de jument fermenté. Et c'est la chose la plus terrifiante. D'ailleurs, on le voit, le moment où j'en bois pour la première fois. C'est vrai. Tu pleures d'ailleurs. Je pleure en buvant. Je pleure de l'émotion de découvrir quelque chose que je ne boirai plus jamais. Enfin, que je crois à ce moment-là ne plus boire jamais. Et j'en ai bu tous les jours, comme quoi on s'habitue à tout. Et ça pèse combien au point de vue de degré alcoolique? Ah, c'est pas très alcoolisé. Non, c'est alcoolisé. Seulement dégueulasse. Non, c'est juste dégueulasse. Simplement dégueulasse. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous apercevoir dans quel pays vous étiez arrivé? Ah mais non, mais ça on le sait dès que l'avion a décollé. Dès que l'avion a décollé de Roissy, on passait par Moscou puis Oulan-Bator. Il y a une douzaine d'heures de voyage. Mais non, ça je le sais. Justement, on profite du voyage pour m'expliquer un petit peu ce que je vais faire et ce que je vais vivre. Mais en fait, chaque jour, vous découvrez de nouvelles aventures. Tout le monde est averti sauf vous. Donc vous vous laissez totalement porté par le voyage. C'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle expérience de ma vie. Tu dis qu'en fait, on t'amène à l'aéroport les yeux bandés, pour ne pas et dès que tu es dans l'avion, on te dit où tu vas. Ouais. Donc ça sert pas vraiment à grand chose parce que l'aéroport, t'as pas besoin qu'on te bande les yeux pour aller à l'aéroport. Faire demi-tour. Si, parce que ils veulent. Non, c'est uniquement d'un point de vue télévisuel. Ils veulent découvrir ton visage au moment où ils te donnent la destination. Et tu ne dois pas préparer ton voyage en amont. Tu pourrais voir sur les panneaux. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent aussi un casque sur les oreilles pour qu'il y ait la musique. Tu ne sais pas comment t'habiller alors. Non, c'est eux qui préparent ta valise. Toi, t'amènes que des slips et des chaussettes. C'est ce que je fais en règle générale quand je pars en voyage. Moi, les flics, quand ils m'ont emmené dans l'autocar, ils m'avaient pas bandé les yeux. Ils m'ont dit on va à Fleury-Mérogis. J'ai pensé 6 mois. Bien. Ils font ça aux États-Unis dans les Airbus. Oui. Ils vous bandent les yeux, ils vous disent on va dans l'Hudson là dans 3 minutes. Ah tiens, formidable. Question de Monsieur Scran. En quoi consiste le jeu du streaking? C'est courir à poil sur un terrain. Exactement. Jusqu'à temps que la police vous arrête. Bonne réponse de Perroni. C'était lancé par les Anglais, ça. Question de Madame Cassagne. De quel trophée physiologique est composé le bracelet que Robert De Niro porte en permanence au bras? Poil d'éléphant. Non. Ah non. C'est des dents de lait. Des dents de lait. Des dents peut-être, non? Oui. Sur des poils. Sur des poils. Des dents de quoi? J'ai dit trophée physiologique. C'est des calculs rénaux. Des calculs rénaux. Oui. Bonne réponse de Perroni. Bravo. Et pourquoi ils portent ça autour du poignet? C'est les siens. C'est les siens. Ah bon? Oui. Ah bon? Bah oui, c'est pas ceux de Fernand. Ah non, C'est Robert de Reynaud en fait. Voilà. Oui, et Jean Reno, lui, il a des calculs de Niro. Oui. On va pas s'en sortir là, putain. C'est curieux quand même. Oui, c'est marrant. Question de Madame Laporte. Laporte, merde! Sur quel produit usuel employé par l'armée britannique a-t-on inscrit propriété de Sa Majesté la Reine d'Angleterre? Les capotes anglaises. Non. Le papier hygiénique. Le papier hygiénique, bonne réponse de Perroni. Il est bon dans ces questions-là. Pourquoi propriété de la Reine d'Angleterre? Et pourquoi propriété de la Reine d'Angleterre? Parce que c'est une spécialiste du trône. Voilà. Mais non. Ce chevalier, il a absolument Soit. La honte de l'invité
l'invité d'honneur, la honte d'Yvan. On commence par la mienne? Oui. Oh bon bah voilà, alors là, alors forcément on n'est pas toujours brillant. Hein. T'as fait popo dans ta culotte à 20 ans. Non, c'est pas ça? Non, récemment. Allez, termine ta phrase parce que s'ils arrêtent là, tu vas être mal. Non, récemment. Non, les questions voilà, j'avais il y a quelques années de cela. Un voisin avec qui j'avais le casse-couille quoi, enfin le mec qui passe sa vie derrière ses ridalins à tes pieds, à voir ce que tu fais, à appeler la police parce que ta bagnole est mal garée, à appeler la police parce que t'as pas collé ta vignette d'assurance sur le pare-brise. Appeler pour être voisin, c'est les voisins qui avaient des rapports très 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 proches avec la police. Bon alors voilà, on faisait un peu de musique, il était 22h, il appelait les flics, enfin bon voilà. Et donc un jour n'y tenant plus. En plus, tu fais de la musique avec des gitans et en plus comme il était un peu raciste. Oh bah oui, voilà, en général ça va ensemble. Ça va ensemble. Puis un soir je suis saoulé, je suis avec mon fils et je dis tu vas voir. Et je décide je pisse sur sa porte. C'est très con hein. Oui, c'est très et tout d'un coup j'entends monsieur, vous faites quoi là? Je me retourne et derrière il y avait une caisse de flics. Les amis du propriétaire qui venaient pour l'apéro. Ah, bien vu. Ah, bien joué. T'avais trouvé le bon créneau là. Et donc on peut savoir ce que vous faites. Oh bah je me promène. Vous avez une façon particulière de vous promener. Donc j'ai promène Popol, on peut dire dans ces cas-là. Non mais là je me suis excusé. Enfin je me suis justifié comme j'ai pu. Enfin, j'ai pris une honte terrible devant mon fils. Et donc c'est un souvenir qui nous anime régulièrement tous les deux. Et voilà, qui nous lie à jamais. Voilà, qui nous lie à jamais. Et maintenant, la honte de Bruno Solo. Moi, c'est moins graveleux, hein. c'est moins grave et ça ne regarde que moi. En plus, c'est vrai que j'étais à une fête avec un copain et j'étais extrêmement enrhumé. Donc déjà t'arrives, tu bois de l'alcool, tu le sens pas, et donc tu bois pour sentir, et donc t'es complètement bourré à la fin parce que tu sens pas tu sais pas si tu bois du jus d'orange ou du gin tonic. Et puis donc j'étais un peu cuit, et puis ce rhume là qui me tenaillait le pif comme ça. Et à un moment, une jeune fille charmante qui me connaissait d'une autre fête où elle m'avait vu beaucoup plus frais vient me voir, elle me fait comment vas-tu Bruno? Et là je suis pris d'un éternuement, tu sais ces éternuements que tu veux réprimer pour pas envoyer bien entendu des postillons et qui laissent passer des choses, qui laissent passer les choses. Et là j'éternue très fortement en fermant la bouche en faisant ça, donc je souffle avec le nez et là deux énormes limaces tirant sur sur le jaune fluo presque. Des limaces lucioliques, si j'ose dire, qui me descendent mais jusqu'en bas du menton, de chaque côté des narines, et là sous le nez, et je le vois pas, je le sens pas, tu vois. Et là j'ai mon copain qui part bien entendu par terre de rire et tout sur le sol, et je le vois faire le cancrelage, je lui dis qu'est-ce qui se passe, la fille qui s'enfuit, que j'ai jamais revu de ma vie d'ailleurs, et moi qui me retourne dans un miroir qui était juste à proximité, et qui voit donc ces deux énormes, tu vois ce truc là, vestiges narinaux, et je me suis dit bon ben voilà, je vais partir. Donc je me suis mouché avec ce que j'ai pu trouver, et en l'occurrence mes mains. Je me suis essuyé sur un siège et je suis parti, j'ai quitté la fête et je crois ne pas être sorti à une fête pendant 2-3 ans. Et d'avoir décidé de ne jamais être enrhumé aussi en allant à une fête. Merci Bruno Solo. Oh bah oui, je vous en prie. C'est vrai que c'est pas mal pour draguer. C'était courageux de l'avouer quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est marrant, je m'en veux maintenant. Là. Ça t'a empêché de tenir la chandelle. Oui, c'est clair, j'ai rien de tout. La dernière citation nous a été adressée par Monsieur Fournier de Rouen, qui a dit « Rien ne renforce plus l'amitié entre deux hommes que lorsque chacun d'eux considère qu'il est supérieur à l'autre. » Ouh la vache. Remarque très cynique. C'était des mecs... Oscar Wilde. Alors, c'est un homme qui est si peu vivant qu'il est né et il est mort au 19e siècle. Ah bon. Et ça ressemble à un cynisme, à la Georges Feydeau, ça. Alors non, c'était pas un comique, c'est un homme qui a laissé la photographie la plus complète de la société de son époque. Balzac. Eh ben c'est Balzac, bonne réponse collégiale. Et maintenant l'histoire du jour. L'histoire du jour qui va être racontée par un expert, par Philippe Chevalier. Alors, il faut quand même dire qu'elle vient de Zillisheim, où gîte Madame Rettler. Voilà. Applique-toi, hein, parce qu'elle est courte. Un patron a embauché une secrétaire blonde. À la fin de la première semaine d'essai, il la convoque dans son bureau et lui dit
Écoutez, Patricia, ce ne sera pas la peine de revenir lundi. Elle lui dit, ah bon? Eh ben alors, à mardi. La discrétion est la vraie marque du talent. Elle est très bien. Elle est très bien. Donc à mardi alors. Il n'y a pas de grosse tête lundi. Oh, écoutez, il y en a une deuxième. Et j'avais pensé qu'elle était de nature à amuser nos deux camarades, Bruno et Yvan. Un nouveau directeur, donc connu pour sa sévérité et son intransigeance, est nouvellement muté au poste de direction d'une grande entreprise. Il ne tolère pas qu'on ne se donne pas à 120% dans son travail et a la réputation de virer sur le champ les collaborateurs qui ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Le premier jour, on lui fait faire un tour des services. Durant sa visite, il aperçoit un type adossé au chambranle, en un mot, d'une porte. Tous les collaborateurs peuvent le voir et le directeur se dit qu'il tient là une bonne opportunité pour montrer à tout le monde qu'il ne tolère pas la paresse. Il se dirige vers le type et lui dit bien fort, « Dites donc, jeune homme, combien gagnez-vous par semaine ?» Un peu surpris, le type lui répond 300 €. Pourquoi? Le directeur sort son portefeuille et en sort 600 €, le donne au type et il crie « Ok, voilà ton salaire pour 2 semaines. Et maintenant, tire-toi et ne reviens jamais ici, compris ?» Le type détale. Le directeur se sent très fier d'avoir démontré à tout le monde qu'il ne tolérait pas la fainéantise et demande aux autres employés qui ont assisté médusés à la scène « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ce feignant faisait ici ?» Avec un petit sourire, un collaborateur répond « Il nous a livré une pizza. » Histoire à la fois drôle et morale. Alors un grand merci à Yvan Le Bolloc et à Bruno Solo d'être venus parler de Le Séminaire, un prolongement cinématographique, mais il y en aura d'autres à la télé, à Caméra Café. Merci, bravo, à demain.